Sana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Tout de suite les titres de ce lundi 9 mars. Grève générale au groupe OPT. Le conflit s'enlise autour du management d'Onati et du versement des primes. Le point au début de ce journal. L'avenir du Télévao en suspens. 2 projets de reprise sont désormais sur la table du tribunal de commerce. Les salariés, eux, attendent des garanties. Face au fléau de l'AIS, la prévention se renforce dans nos écoles. Nous verrons comment le collège de Hitiaotera devient un modèle de sensibilisation. On voit ça dans quelques instants. Et puis nous ferons connaissance avec Hukea Mare. À seulement 19 ans, il est l'étoile montante du volley polynésien. Portrait d'un champion en devenir à découvrir en fin d'édition. Nous y sommes. La grève à l'OPT est effective depuis minuit, malgré les tentatives de négociation sur 28 points de revendication. En cause principalement des tensions avec le directeur général de la filiale Onati, mais aussi des coupes dans les primes. À ce stade, le taux de grévistes s'établit à 26,60% selon la direction. Pas de quoi perturber l'acheminement de la propagande électorale. Nicolas Pérez et Radhau Mahasheong. Il n'était qu'une cinquantaine ce matin sur le piquet de grève devant le siège de l'OPT. Un chiffre modeste au regard du millier de salariés que compte Whareirata. Mais selon les grévistes, c'est notamment dans les îles que le mouvement fait la différence. À titre d'exemple, aux Australes, nous avons 5 agences et 500 télécoms, les 5 sont en grève. Notre exemple, sur les Tuamotu, on vient de me dire, sur les 39, on en a 31 qui sont en grève et sur les Marquises, sur 13, on en a 11 qui sont en grève. Parmi les 28 points de revendication, celui du management au sein de la filiale Onati reste le sujet le plus sensible. On a des soucis avec lui sur sa façon de manager, sur sa façon de parler aux représentants qui est à la limite du délit d'entrave. Et en plus, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase que nous soyons en grève aujourd'hui, c'est d'avoir coupé la prime sans respecter les dispositions réglementaires des accords et conventions collectives. Une prime basée sur la performance des agents d'Onati. Les salariés estiment avoir rempli leur part du contrat, mais reprochent à la direction de ne pas être en mesure de verser l'intégralité de cette gratification. On a performé sur notre travail, mais maintenant on vient nous opposer les résultats de l'entreprise. Il ne fallait pas changer alors les accords. Il fallait les garder comme ils étaient avant. Ou il fallait déjà communiquer en amont parce qu'on est capable d'entendre. On écoute et on entend. Si on avait communiqué en amont pour dire que les résultats de l'entreprise sont tels, donc sur la prime, on va faire ces efforts. Après de nombreuses rencontres, les syndicats s'impatientent. Il n'est pas question pour nous de venir discuter point par point. Ils ont déjà, ça fait plus de 10 jours, les points de revendication. Ils connaissent les points, puisqu'il y en a des points qui datent de l'année dernière, du préavis d'août 2025. Donc on souhaiterait de leur part des réponses. Les différents partis devaient se réunir en fin d'après-midi pour évaluer la faisabilité ou non des points de revendication. Preuve que le climat social se dégrade, la FISAP, Fédération des interprofessionnels des services de la santé et de l'administration en Polynésie au CHPF, a également déposé un préavis de grève aujourd'hui. Le syndicat s'inquiète notamment de la qualité des soins et de la situation budgétaire. La tension monte chez Air Tahiti. Dans un nouveau communiqué, l'intersyndicale conteste les garanties du pays et réitère ses inquiétudes pour l'avenir de la compagnie. Au cœur des discussions ce jour entre le président et la direction, la prorogation d'1 an de la délégation de service public pour 34 îles. En attendant, le blocage des billets d'avion à destination de ces îles au-delà du 1er juillet reste total. Thomas Chabrol. Une semaine après la rencontre des syndicats d'Air Tahiti et le président, les inquiétudes sont toujours présentes. L'intervention du président sur notre plateau n'a pas suffi à rassurer.
Une rencontre entre la direction d'Air Tahiti et le pays, prévue ce jour, doit justement permettre de trouver enfin une issue. Nous avons validé tous les éléments réglementaires qui permettent la reprise de la vente des billets. Nous allons en discuter donc avec la direction générale d'Air Tahiti et puis ensuite embrayer, j'espère, sur la prolongation d'1 an de la DSP avec des conditions révisées à la hausse, conditions de compensation révisées à la hausse. Et puis ensuite, dans 1 an, on se reverra pour la DSP finale qui, je l'ai dit aussi à l'intersyndicale, sera bien plus pertinente que celle qui existe aujourd'hui. Loin d'être convaincu, l'intersyndicale d'Air Tahiti demande des garanties écrites. Dans ce communiqué diffusé ce week-end, elle met en doute le concept de concurrence équitable, mis en avant par le président du pays. Elle apporte aussi des précisions sur l'arrêt de la vente des billets pour les îles de la DSP, sur la défiscalisation d'un ATR 72. Enfin, elle réitère son inquiétude face au prochain appel d'offres pour le contrat de la DSP en 2027 et la possibilité d'un partage de la desserte inter-îles hante encore les esprits. Si jamais cette DSP s'avère également à être partagée avec d'autres opérateurs, ça veut dire qu'il y aura certainement des licenciements ou des baisses de temps de travail. Parce qu'après 1 an, ça passe vite, hein. Donc après, on sera obligé de rediscuter encore et ça fait encore les mêmes choses. Donc tout le monde croise les doigts. J'ai fait la réunion il n'y a pas longtemps. Hein. J'ai appelé également mon secrétaire général adjoint qui est sur les volets. Je lui en ai parlé, je lui ai dit il faut se préparer. Maintenant, il faut qu'on s'attende à beaucoup de choses. Moetai Brotherson a pourtant rappelé qu'Air Tahiti est le seul opérateur capable de desservir 34 îles. Mais dans le ciel polynésien, l'horizon n'est pas encore assez clair aux yeux de l'intersyndicale, soucieuse pour l'avenir de la desserte aérienne. Toujours au chapitre des transports, le sort de la compagnie maritime Terevau reste en suspens. Le tribunal de commerce renvoie sa décision au 13 avril prochain. Ce délai supplémentaire doit permettre à la direction et aux candidats la reprise d'apporter de nouvelles garanties financières. En attendant, malgré les salaires amputés, les salariés gardent espoir. Athéna Milcam et Sam Teinaouré. Solidarité des salariés du Terevau devant le tribunal mixte de commerce. Une mobilisation d'autant plus forte qu'ils ne perçoivent qu'une partie de leur salaire depuis plusieurs mois, selon le gérant. À l'audience du jour se joue l'avenir de leur compagnie maritime, la SNGV2 Moorea. Nous sommes confiants. Nous sommes là pour montrer notre soutien. Terevau, ce n'est pas seulement une entreprise, c'est une passion pour nous. Nous voulons montrer au tribunal que nous sommes dévoués. Ce lundi, le tribunal se montre réservé face au projet de poursuite d'activité présenté par la gérance. Un prêt bancaire de 200 millions de francs est bien sollicité, auquel pourrait s'ajouter un apport de 140 millions de francs auprès d'un autre organisme, notamment pour le règlement des moteurs actuellement sous douane. Problème, aucun accord formel de financement n'est produit et fourni. Nous avons sollicité un prêt bancaire de 200 millions auprès de la Socredo pour pouvoir relancer l'activité. En nous relançant l'activité, nous gardons nos salariés et ça nous permettra de payer tous les créanciers de la SNGV. Contrairement à l'autre partie qui ne veut reprendre que le bateau et sa licence, licencier une partie du personnel et ne pas payer les créanciers. Nous, on n'est pas dans cette optique. L'autre partie, c'est un éventuel repreneur, un ancien de la maison, toujours actionnaire de la société. Aujourd'hui capitaine et gérant du Vaiarei, il présente quant à lui un plan de reprise que le tribunal demande également de préciser davantage. Ça nous est demandé d'avoir plus de clarté sur notre projet de reprise. Donc voilà, je m'attendais un petit peu à ça, mais voilà. Il faudrait qu'on trouve quelque chose pour aujourd'hui pour dire qu'on est là et que je suis là. Je pense que chacun défend sa partie. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Faute de garantie suffisante de la part des organismes financiers sollicités par les deux parties, le tribunal renvoie donc l'affaire au 13 avril. L'attente continue pour les 36 employés de la compagnie. Justice, toujours, le couperet est tombé pour la SOMAC. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Quito Bran Ortega, confirmant l'expulsion de l'entreprise de son site historique de Tioro. Désormais sans droit ni titre, après 40 ans d'occupation, le géant des matériaux doit quitter les lieux. Écoutez la réaction de maître Arcus Usang, avocat des bailleurs, au micro d'Athéna Milcam.
Alors c'est toute une procédure puisque l'huissier de justice qui a le monopole de l'expulsion doit saisir le haut commissariat, lequel doit instruire ce dossier en vue de voir déjà avec les dirigeants de la société SOMAC comment on peut prévoir une libération amiable. Et en tout état de cause, c'est l'expulsion, mais je souhaiterais qu'il n'y ait pas d'expulsion manu militari. Et le gérant de la SOMAC n'a pour l'instant pas officiellement réagi à la décision. Place à la santé. Face au fléau de l'AIS, le collège de Hitia Outera devient le fer de lance de la prévention scolaire. Son dispositif jugé exemplaire est désormais le modèle déployé dans d'autres établissements. Le gouvernement a dressé ce lundi un point d'étape sur cette stratégie qui place la sensibilisation au cœur de nos écoles. Sophie Guébel. Informer les jeunes le plus tôt possible pour éviter l'engrenage de la drogue. C'est l'objectif de la campagne de prévention contre l'AIS menée dans les établissements scolaires. Ce matin, le gouvernement a fait le point sur les actions en cours. L'occasion de présenter une expérience menée au collège de Hitia Outera. Dans cet établissement, l'équipe éducative a pris l'initiative d'organiser des interventions auprès des élèves. On a décidé de mettre en place ces interventions suite à des alertes de professeurs sur le discours tenu par certains élèves par rapport à la banalisation du produit et de la consommation. Et le bilan pour l'instant est très positif. Ça a permis vraiment d'ouvrir le dialogue, mais surtout d'ouvrir les yeux de beaucoup d'élèves sur la dangerosité du produit. On fait un apport de connaissances en fait sur la dangerosité du produit, son potentiel addictif, sa composition, tout ce qui impacte sur la santé sociale ou la scolarité. On fait un point de tout ça et ensuite je leur donne un peu les outils pour réagir face à une sollicitation ou une incitation à la consommation. Une expérience qui porte ses fruits. Le collège de Hitia Outera est désormais l'école pilote de ce programme de prévention contre les drogues, en cours de déploiement dans d'autres établissements. La première idée, c'est de former un vivier de formateurs qui vont à leur tour déployer les contenus de cette formation. Mais il ne s'agit pas d'inclure que des professeurs. C'est aussi d'inclure des personnes non enseignantes qui vont pouvoir agir dans l'environnement de l'élève, en tout cas dans l'environnement collège-lycée. On a décidé d'agir conjointement pour exprimer que dès le plus jeune âge, le message doit passer. Il faut apprendre aux enfants à pouvoir dire non quand on leur propose ce produit et leur donner les moyens de dire non. À terme, l'objectif est de structurer un véritable réseau de prévention dans les écoles. Les autorités espèrent également inclure les familles dans ce dispositif de lutte contre l'AIS. À l'approche du scrutin municipal, la campagne entre dans sa dernière ligne droite. On ouvre notre page spéciale. Municipal à Punaouia, le bien-être des seniors devient un axe fort de la campagne. Le maire sortant Simplicio Lissan et le candidat VTA Areipou ont tous deux identifié cet enjeu comme une priorité pour le mandat à venir. Un sujet de Yann Roy. Et de son côté, Kareavi choisit, lui, de placer l'emploi au centre de sa stratégie. Il propose notamment de mettre en place un accompagnement à la rédaction de CV et d'assistance directe aux porteurs de projets. Il était interrogé par Naya Bennett. Lorsque nous sommes partis dans les quartiers, toujours certaines personnes qui sont à la recherche d'emploi et qui ont énormément de difficultés sur la commune de Punaouia. On essaiera de les accompagner dans tous les porteurs de projets avec le partenariat de la CCSM, du CEFI, également des autres instances comme le RSMA. Quelqu'un pour pouvoir rédiger son CV, sa lettre de motivation, c'est pas simple. Ils n'ont pas aussi les moyens qu'il faut. Donc on va les accompagner dans ce sens-là. Et puis ce soir, sur TNTV, ne manquez pas notre dernier débat avant le premier tour du scrutin. Après Raïate Aipap était place à la commune de Paea, Tiarenui Pahuiri vous proposera une version en tahitien suivie de celle en français avec Mike Léral en direct de ce grand studio. Mike, bonsoir. Pourquoi avoir choisi Paea pour clore cette séquence ?
Eh bien, Paia, tout simplement parce que c'est une commune très disputée. Il y a 4 listes et parmi ces 4 listes, il y a 2 têtes de liste qui sont de potentiels futurs présidents de la Polynésie française. Je pense bien sûr à Anthony Géros, actuel président de l'Assemblée de la Polynésie, et Tepuaraori Teritei, qui est membre éminente du Tapura Huratira, également à l'Assemblée. Mais il y a aussi 2 autres têtes de liste qui seront ce soir avec nous, Verona Tao et Mike Chong Ayu. Alors tous seront là ce soir à partir de 19h20 en langue tahitienne avec Tiarenui Pahueri, et environ 1 heure plus tard, vers 20h15, ce sera en langue française. Alors Mike, quels seront les thèmes phares qui seront débattus avec les candidats de cette commune ce soir ? Eh bien, on s'est basé sur les professions de foi qui parlent beaucoup d'eau et de déchets. Ça sera probablement notre première partie. On va donc parler d'environnement, notamment dans cette première partie. Ensuite, on va parler d'économie, d'emploi, de coût de la vie, de vie chère, puisque évidemment, ce sont surtout des compétences du pays. Mais la commune peut aussi avoir des leviers dans ces domaines. On va aussi étudier les propositions qui portent sur l'éducation et la jeunesse, puisque là aussi, il y en a beaucoup à Paia. Et on terminera sur la transformation, la dynamisation de la mairie, la transparence, la communication de cette commune auprès de ses administrés. Voilà, rendez-vous à 19h20 en tahitien avec Thierry Renouy, et surtout, n'hésitez pas à regarder ce débat à la fois en télévision et sur TNTV News. Merci Mike Léral, le rendez-vous est donné. Je vous en parlais un petit peu plus tôt, le bien-être des seniors devient un axe fort de la campagne à Punaouia. Le maire sortant Simplicio Lissan et le candidat VTA Airaipu ont tous deux identifié cet enjeu comme une priorité pour le mandat à venir. C'est un sujet de Yann Roy. Avec près de 30 000 habitants, Punaouia est la 2e commune la plus peuplée de Tahiti. Dans moins de 10 ans, les Matayapo représenteront environ 30% des administrés, selon le maire sortant. Alors pour lui, c'est maintenant qu'il faut agir, avec un nouvel espace d'accueil. Il faut se préparer à la prise en charge du grand âge. On tient à essayer de rompre leur isolement. On a fait énormément déjà, mais l'idée c'est d'aller plus loin dans la démarche et de proposer vraiment ici, comme vous avez pu le voir, un centre qu'on est en train de terminer, d'aménager, en capacité de les recevoir pour leur proposer des activités diversifiées. Pour VTA Airaipu, chef d'établissement scolaire, les jeunes sont au cœur de sa campagne, mais il n'oublie pas les seniors. Pour toutes les générations de la commune, il veut développer les transports en commun, pour faciliter les mobilités. Pour l'instant, on s'est dit à partir de 16h, en fin de journée, on va favoriser le transport toutes les demi-heures dans la commune, de Bel Air jusqu'au Pega 18-5. En fait, l'idée, c'est de favoriser vraiment la mobilité dans la commune. Il y a aussi, on prévoit aussi pour les Matayapo ce système-là de mobilité où on va venir les chercher pour pouvoir aller au dispensaire ou alors pour se rendre dans les services administratifs. C'est vrai que c'est compliqué au jour d'aujourd'hui et nous, on va apporter des solutions pour la mobilité de notre population. Pour l'instant, ça serait du transport gratuit, mais en fonction, bien sûr, des revenus de chacun. Il faudra vraiment faire une étude. L'idée, c'est vraiment d'oublier personne, faire en sorte qu'on puisse aider vraiment les plus faibles, notamment. Outre un nouveau centre d'accueil de jour pour personnes âgées, qui devrait entrer en service dans l'année, le maire sortant imagine aussi des cohabitations originales qui pourraient rendre service aux anciens comme aux jeunes. On pense aller plus loin dans la démarche et proposer aux jeunes un peu plus âgés, par exemple des étudiants qui ont besoin d'être logés, de pouvoir, en échange de services, en étant colocataire par exemple d'une personne âgée. Et pour les Matayapo qui vivent seuls, une innovation. L'idée, c'est de doter nos personnes âgées qui sont isolées de médaillons de téléassistance connectés qui leur permet, juste en appuyant sur un bouton, d'être connectés directement donc avec nos pompiers. Et c'est ainsi qu'on referme cette page spéciale municipale 2026. Coup d'arrêt pour l'intelligence artificielle au CESEC. La proposition d'autosaisine pour accompagner cette révolution numérique a été rejetée ce matin, faute de majorité qualifiée. Un texte pourtant jugé stratégique pour moderniser nos services et nos entreprises qui devra être réexaminé. On écoute Jean-François Benhamzama, co-rapporteur de l'autosaisine. La question, elle n'est plus de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est là. Qu'est-ce qu'on fait?
Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, cette notion de on risque de perdre le contrôle, on risque de, oui, mais là, si on ne fait rien, on risque pour de bon, quoi, de tout perdre. Y compris l'anticipation, ou y compris la façon, pour prendre une image, la vague, elle se lève, il faut qu'on apprenne à la surfer. Il ne faut pas qu'on attende qu'elle nous écrase. Je crois que la pire des solutions, c'est de ne rien faire. Donc on va essayer de représenter cette autosaisine en espérant que la deuxième fois, on arrivera à convaincre un peu plus et surtout à rassurer un peu plus. Enfin, un nom à retenir, Haukea Mare, ce jeune espoir du volley polynésien brille désormais dans l'Hexagone sous les couleurs de Montpellier. Formé à Punaouia, il dispute aujourd'hui la Ligue des champions. Portrait d'un champion qui vise cette année le titre de champion de France, Pierre Lamarque et Wallis Glaise l'ont rencontré. Haukea a fait le grand saut. Le sérieux d'un joueur pro et l'insouciance de la jeunesse. Le Tahitien n'a que 19 ans et a déjà intégré l'équipe pro de Montpellier avec succès. Je ne m'attendais pas, c'est venu d'un coup, c'est allé très vite. Il y a eu la blessure de Nicolas Le Goff, ensuite il y a eu il y avait une place à acquérir. Il nous a dit pour cette place et c'est énormément de chance, j'en parle souvent avec les autres joueurs. Il faut dire que son arrivée dans l'Hexagone a tout du conte de fait. Et c'est un recruteur qui le repère à Tahiti. Direction ensuite le Pôle France à Montpellier pendant 2 ans en Pro B. Puis aujourd'hui, en première division, le Polynésien ne cesse d'épater les observateurs. Ses proches, eux qui y sont loin, sont ses plus fidèles supporters. Sa famille habite Tahiti. Les matchs de l'enfant prodige sont regardés dans l'île avec fierté pour leur champion, en dépit d'un sacré décalage horaire. J'ai mes parents qui regardent tous mes matchs, qui se lèvent à 3h du matin aussi, qui sacrifient un peu de leur sommeil pour me regarder jouer, pour m'apporter de la force. Et c'est sûr que ça apporte beaucoup, ça aide beaucoup, donc je les vois pas trop. Et j'ai aussi ma copine et sa famille qui me suivent également. L'intelligence, le travail et le talent en font un sportif à l'ascension fulgurante. On se souvient de la démonstration de son talent avec l'équipe de France des moins de 20 ans en 2024 lors de la victoire des Bleus au championnat d'Europe. 2 ans plus tard, le Polynésien affronte les meilleurs clubs du continent en Coupe d'Europe et là aussi, c'est une réussite. Sa mission, apporter tout son savoir-faire. Moi, à mon poste, normalement, il faut être traité propre au bloc. Mais moi, c'est un peu l'inverse parce que je suis plus offensif à l'attaque. Je suis un central qui demande beaucoup de ballons, qui remonte souvent. Et c'est un peu ma qualité, c'est un peu mon point fort sur le jeu. Et c'est pas très courant pour un central. Haukea n'a pas fini de forcer notre admiration. Il veut impressionner et créer des souvenirs mémorables. Le Tahitien nous le confie. Son but ultime, porter un jour les couleurs de l'équipe de France. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, place à votre magazine Tohu Whenua, Tohu Ora. Nous irons à la rencontre d'Orlando, artisan passionné par le tressage de pandanus. À suivre également sur notre antenne le débat des municipales à Paea avec Mike Leral et Tiarenui Pahuiri. Et enfin, enquête exclusive, la France se prépare-t-elle à un conflit mondial? Très belle soirée à tous. Merci de votre fidélité. À demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.